Éducation en vue de la réconciliation. La crise actuelle entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones est en grande partie due aux établissements scolaires et à ce qu'ils ont enseigné, ou omis d'enseigner, sur de nombreuses générations. Malgré cette histoire, ou peut-être plus exactement à cause de son potentiel, la Commission estime que l'éducation est aussi la clé de la réconciliation. L'éducation des Canadiens en vue de la réconciliation relève non seulement des écoles et des établissements postsecondaires, mais aussi des forums de discussion et des établissements publics consacrés à l'histoire, comme les musées et les archives. L'éducation doit combler les lacunes en matière de connaissances historiques qui perpétuent l'ignorance et le racisme. Toutefois, il faut faire beaucoup plus pour éduquer la population en vue d'une réconciliation. Les survivants nous ont dit que les Canadiens devaient apprendre l'histoire et l'héritage des pensionnats de manière à changer leur esprit et leur cœur. Lors de l'événement national du Manitoba qui a eu lieu à Winnipeg, Alan Sutherland a déclaré « Il reste encore beaucoup d'émotions non résolues. Les gens ont besoin de raconter leur histoire. Nous devons être capables d'aller de l'avant ensemble, mais il faut comprendre comment tout cela a débuté, en commençant par Christophe Colomb, la christianisation, la colonisation, puis l'assimilation. Si nous y mettons tout notre cœur et tout notre esprit, nous pouvons changer le statu quo. » Lors de l'audience communautaire à la commission à Thunder Bay, en Ontario, en 2010, Esther Lachinette-Diabo a déclaré « Je participe à cette entrevue en espérant que nous pourrons l'utiliser comme outil éducatif pour apprendre à nos jeunes ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour, le ministère de l'Éducation travaillera avec la CVR et créera une sorte de programme pour les études autochtones et l'apprentissage autochtone, non seulement pour que les autochtones sachent ce que nous avons dû endurer, c'est-à-dire pour qu'ils connaissent les expériences de tous les Anishinabés dans les pensionnats, mais aussi pour que les autres Canadiens comprennent que les pensionnats ont bien existé. Grâce à ce partage d'expériences, ils pourront connaître et entendre les histoires de survivants comme moi. À Lethbridge, en Alberta, en 2013, Charlotte Martin a déclaré « Je voudrais que des mesures soient prises à la suite des constatations tirées par la Commission. Je voudrais que l'histoire du système des pensionnats fasse partie des programmes scolaires au Canada. Je veux que mes petits-enfants et les générations futures de notre société connaissent toute la vérité derrière la politique des pensionnats au Canada et la façon dont elle a détruit des générations de notre peuple. J'espère qu'en connaissant la vérité, la population pourra mieux comprendre les difficultés auxquelles nous faisons face en tant que membres des Premières Nations. » Fin de la citation. Les Canadiens non autochtones connaissent les problèmes auxquels les communautés autochtones font face, mais ignorent quasiment comment ils sont apparus. Ils comprennent mal le rôle que le gouvernement fédéral a joué à ce sujet par l'entremise des pensionnats, ainsi que des politiques et des lois en place pendant leur existence. Notre système d'éducation, volontairement ou par omission, a échoué à cet égard. Il est grandement responsable de l'état actuel des choses. Au cours des travaux de la Commission, nous avons constaté que la plupart des adultes canadiens savaient très peu de choses, voire rien du tout, sur les pensionnats. Plus généralement, on leur a enseigné que l'histoire des Canadiens commençait à l'arrivée des premiers explorateurs européens dans le Nouveau Monde. La construction de la nation constitue depuis longtemps le thème principal du curriculum d'histoire du Canada, et les Autochtones, à quelques exceptions près, sont dépeints comme de simples spectateurs, voire des obstacles à cette entreprise. Avant 1970, les manuels scolaires du pays dépeignaient les Autochtones comme des guerriers sauvages ou de simples spectateurs sans aucune importance au regard de la grande histoire du Canada, celle de l'établissement des Européens. À compter des années 1980, on a dépeint parfois l'histoire des Autochtones de manière plus positive, mais on y soulignait la pauvreté et les troubles sociaux des communautés autochtones, sans donner aux élèves le contexte historique nécessaire pour comprendre le processus ou les causes de ces troubles. En conséquence, la plupart des Canadiens en sont venus à croire que les Autochtones sont responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent, puisqu'il n'existerait aucune cause externe. Les Autochtones constituent donc pour eux un problème social et économique qui doit être résolu. Dans les années 1990, les manuels ont souligné le rôle des Autochtones en tant que protestataires défendant leurs droits. La plupart des Canadiens n'ont pas compris ni reconnu l'importance de ces droits, compte tenu du point de vue prépondérant de l'assimilation autochtone dans le système éducatif canadien.
Bien que les manuels prennent davantage en compte les points de vue autochtones depuis les 3 dernières décennies, ils passent sous silence le rôle des autochtones dans l'histoire du Canada pendant une grande partie du XXe siècle. On apprend aux élèves quelques rudiments sur les autochtones avant les premiers contacts et pendant l'exploration, la traite des fourrures et les périodes d'établissement. On leur enseigne la résistance des Métis dans les années 1880 et la signature des traités. Ensuite, les autochtones disparaissent quasiment des manuels jusque dans les années 1960 et 1970, période à laquelle ils font leur réapparition en tant qu'activistes politiques et défenseurs de la justice sociale. La période intermédiaire, qui est déterminante, n'est généralement pas mentionnée. Ainsi, une grande partie de l'histoire des autochtones, telle qu'ils l'ont eux-mêmes vécue, est toujours absente de l'histoire du Canada. La Commission estime que tous les élèves, qu'ils soient autochtones ou non, doivent savoir que l'histoire de ce pays ne commence pas à l'arrivée de Jacques Cartier sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Ils doivent découvrir les nations autochtones que les Européens ont rencontrées, leur riche patrimoine linguistique et culturel, leurs sentiments et leurs réflexions lorsqu'elles faisaient affaire avec des personnages historiques comme Champlain, la Vérendrye et les représentants de la Compagnie de la baie d'Hudson. Ils doivent apprendre pourquoi elles ont négocié les traités et savoir qu'elles ont négocié avec intégrité et de bonne foi. Ils doivent savoir pourquoi les chefs autochtones et les aînés luttent si fort pour défendre ces traités, ce qu'ils représentent pour eux, et la raison pour laquelle ils ont été ignorés par les colons ou les gouvernements européens. Ils doivent apprendre ce que signifie avoir des droits inhérents, ce que représentent ces droits pour les autochtones, en quoi constituent les obligations du gouvernement des pionniers, dans les régions où les traités ont été négociés en premier lieu. Ils doivent savoir que nombre de ces enjeux sont toujours d'actualité et pour quelles raisons. Ils doivent apprendre que la doctrine de la découverte, le fondement politiquement et socialement accepté des droits des Européens à l'égard des terres et des richesses de ce pays, n'a jamais été acceptée devant les tribunaux canadiens et qu'elle a été répudiée dans le monde entier et récemment par les Nations Unies et le Conseil œcuménique des Églises. Les survivants ont aussi déclaré qu'il ne suffisait pas de savoir ces choses. Notre système d'enseignement public doit aussi influer sur les comportements en enseignant aux enfants, qu'ils soient autochtones ou non, comment parler avec respect à chacun et de chacun à l'avenir. La réconciliation est une question de respect. Le rapport intérimaire de 2012 de la Commission soutient 3 recommandations à l'intention des gouvernements provinciaux et territoriaux. Recommandation 4. La Commission recommande que chaque gouvernement provincial et territorial procède à un examen des programmes d'études actuellement offerts dans les écoles publiques afin de déterminer, le cas échéant, ce qu'ils enseignent au sujet des pensionnats indiens. Recommandation 5. La Commission recommande que les ministères provinciaux et territoriaux de l'éducation travaillent de concert avec la Commission afin d'élaborer à l'intention des écoles publiques du matériel didactique relatif aux pensionnats indiens adaptés à l'âge des élèves. Recommandation 6. La Commission recommande que chaque gouvernement provincial et territorial élabore de concert avec la Commission des campagnes de sensibilisation visant à instruire le grand public de l'histoire des pensionnats indiens et de leurs séquelles sur le territoire. La Commission a rencontré à diverses reprises des ministres de l'Éducation des provinces et des territoires de l'ensemble du Canada. En juillet 2014, le Conseil des ministres de l'Éducation a fait le point sur l'état des engagements en matière de création du curriculum dans le pays. La Commission était satisfaite de constater que des progrès avaient été réalisés. Nous remarquons toutefois que toutes les provinces et tous les territoires n'ont pas encore imposé le curriculum sur les pensionnats et que tous les cours ne traitent pas le sujet en profondeur. Les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont joué un rôle prépondérant en élaborant et en mettant en œuvre un curriculum obligatoire sur les pensionnats pour tous les élèves du secondaire, en faisant directement participer les survivants à la création des nouveaux documents et en veillant à ce que les enseignants reçoivent une formation et un soutien appropriés, en discutant notamment directement avec les survivants. Au moment d'écrire ces lignes, le Yukon avait commencé à adapter les documents des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour imposer leur utilisation dans son territoire. Parmi les provinces, l'Alberta a publiquement déclaré qu'elle lançait une initiative afin de créer un curriculum obligatoire sur les traités et les pensionnats pour tous les élèves. Ces initiatives d'enseignement sont importantes, mais il faudra impérativement veiller à maintenir cet élan après la fin du mandat de la Commission. Pour réussir ce projet à long terme,
les gouvernements provinciaux et territoriaux, le personnel scolaire et les arrondissements scolaires locaux devront apporter un soutien majeur et continu à cette initiative et aux initiatives similaires. Il est essentiel d'obtenir l'engagement permanent des ministres de l'Éducation de l'ensemble du pays. La Commission fait remarquer que le 9 juillet 2014, le CMEC a annoncé que les ministres de l'Éducation, j'ouvre la citation, ont de plus convenu d'entreprendre d'autres initiatives pan-canadiennes au service de l'éducation des autochtones au cours des 2 prochaines années, axées sur 4 orientations clés. Le soutien aux autochtones qui souhaitent poursuivre une carrière en enseignement, l'élaboration de ressources d'apprentissage axées sur l'histoire et l'héritage des pensionnats indiens au Canada, qui pourraient être utilisées dans le cadre de programmes de formation du personnel enseignant, la mise en commun des pratiques exemplaires relatives à l'éducation des autochtones, et la promotion continue de l'apprentissage traitant des pensionnats indiens dans les systèmes d'éducation primaire secondaire. Dans les régions où un programme d'études et une formation des enseignants sur les pensionnats ont été mis en place, il faudra miser sur ces premières réussites et évaluer régulièrement les progrès réalisés. Les gouvernements provinciaux et territoriaux où l'enseignement sur les pensionnats est minime peuvent tirer profit des leçons apprises dans les provinces et territoires où cette matière est obligatoire. La Commission fait remarquer que, tout au long de la période des pensionnats, les écoles confessionnelles catholiques et protestantes enseignaient aux élèves uniquement leur religion. Ces derniers étaient mal préparés à comprendre et à respecter d'autres points de vue religieux ou spirituels, y compris ceux des autochtones. Selon nous, aucune école confessionnelle recevant des fonds publics ne devrait être autorisée à n'enseigner qu'une seule religion au détriment de toutes les autres. Cela est conforme à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Commission scolaire des Chênes en 2012. Il était alors question d'établir si le programme Éthique et culture religieuse obligatoire du Québec, lancé en 2008 pour remplacer les programmes d'éducation morale et religieuse catholique et protestant par un cours de religion comparative dispensé de manière neutre et objective, enfreignait les droits, garantis par la Charte, des parents et des enfants catholiques de recevoir uniquement un enseignement sur les croyances catholiques. Toutefois, la Cour a statué ce qui suit. Le fait même d'exposer les enfants à une présentation globale de diverses religions sans les obliger à y adhérer ne constitue pas un endoctrinement des élèves qui porterait atteinte à la liberté de religion. De plus, l'exposition précoce des enfants à des réalités autres que celles qu'ils vivent dans leur environnement familial immédiat constitue un fait de la vie en société. Suggérer que le fait même d'exposer des enfants à différents faits religieux porte atteinte à la liberté de religion de ceux-ci ou de leurs parents revient à rejeter la réalité multiculturelle de la société canadienne et méconnaître les obligations de l'État québécois en matière d'éducation publique. La Commission croit que les cours sur la diversité religieuse doivent être obligatoires dans toutes les provinces et dans tous les territoires. Toute école confessionnelle recevant des fonds publics devrait dispenser au moins un cours de religion comparative, comprenant une section sur les croyances et pratiques spirituelles des autochtones. Appel à l'action. 62. Nous demandons au gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux, en consultation et en collaboration avec les survivants, les peuples autochtones et les éducateurs, de rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à la 12e année, l'établissement d'un programme adapté à l'âge des élèves portant sur les pensionnats, les traités, de même que les contributions passées et contemporaines des peuples autochtones à l'histoire du Canada. Nous demandons également de prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux établissements d'enseignement postsecondaire de former les enseignants sur la façon d'intégrer les méthodes d'enseignement et les connaissances autochtones dans les salles de classe. De prévoir le financement nécessaire pour que les écoles autochtones utilisent les connaissances et les méthodes d'enseignement autochtones dans les salles de classe. De créer des postes de niveau supérieur au sein du gouvernement, à l'échelon du sous-ministre adjoint ou à un échelon plus élevé, dont les titulaires seront chargés du contenu autochtone dans le domaine de l'éducation. 63. Nous demandons au Conseil des ministres de l'Éducation de maintenir un engagement annuel à l'égard des questions relatives à l'éducation des autochtones, notamment en ce qui touche l'élaboration et la mise en œuvre, de la maternelle à la 12e année, de programmes d'études et de ressources d'apprentissage sur les peuples autochtones dans l'histoire du Canada et sur l'histoire et les séquelles des pensionnats. La mise en commun de renseignements et de pratiques exemplaires en ce qui a trait au programme d'enseignement lié aux pensionnats et à l'histoire des autochtones. Le renforcement de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel.
l'évaluation des besoins de formation des enseignants relativement à ce qui précède. 64. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement qui fournissent des fonds publics à des écoles confessionnelles d'exiger de ces écoles qu'elles offrent une éducation religieuse comparative comprenant un segment sur les croyances et les pratiques spirituelles autochtones élaboré conjointement avec des aînés autochtones.